Bonjour à tous. Alors, merci de votre présence. On va laisser la place à Olivier qui va nous présenter ce qu'est, mon Dieu, l'analyse du cycle de vie. Gros enjeu pour les entreprises. On l'a vu, hein, l'ACV faisait partie des questions qui ont été soulevées, notamment ce matin en matinale. Donc, juste pour rappel, mais je pense que la plupart de ceux qui nous rejoignent étaient présents avec nous à la matinale, donc ce matin. Le colloque est organisé par l'Association Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire en partenariat avec la région, la DRAF, Interbio, l'IGERIA, l'IGEPAC et le Technocampus Alimentation. Et donc, la conférence d'Olivier, donc Olivier, vous présenterez juste après. Elle clôture en fait ce colloque qui est c'est une première édition, donc nous verrons si on donne une suite à cet événement, voilà, par rapport aux échanges qui ont été très nourris pendant cette journée. Olivier, je vous laisse la place. Très bien. Bonne conférence. Merci. J'espère que tout le monde m'entend bien. Déjà, merci d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Bonjour à certains et certaines que je connais ou que j'ai déjà rencontrés sur différentes missions. Je vais vous parler d'analyse de cycle de vie, mais avant, je vais me présenter. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si… est-ce C'est que… toujours le stress, ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît? Eh bien, normalement, vous l'avez, la main. Ah non, pardon, pardon. Non, excusez-moi, je n'avais pas donné la main. Pardon. Oui, c'est pour ça. Eh bien, la voici. Très bien. Voilà. J'espère que tout le monde voit mon affichage. Très bien, c'est bon parfait. pour tout le monde? Donc très rapidement, donc moi je suis le fondateur de Deuxième Conseil. Je vais passer rapidement sur la présentation de l'entreprise. On est une vingtaine, on est un cabinet indépendant et moi j'ai créé au Deuxième en 2008. Ça va être très court pour moi de parler de la CV en fait en une demi-heure. J'essaierai de répondre à ce que c'est, rapidement comment ça se met en place et puis d'ouvrir aussi sur les limites, hein, puis les enjeux autour de la CV, notamment dans le monde du bio. Il y a eu quelques passions, on va dire, notamment avec Agribalise. Donc, je ne me cantonnerai pas uniquement sur la partie emballage, mais une vision un peu plus générale de l'analyse de cycle de vie, même s'il y aura un focus emballage en fin de présentation. Pour vous situer aussi qui on est, on ne fait pas que ça. J'en connais certains d'entre vous, puisqu'on a une activité aussi d'audit sur bio-entreprise durable. Quand j'évoque ces éléments, c'est qu'on n'est pas complètement focusé sur une partie purement technique, purement environnementale, et qu'on a bien conscience des autres enjeux qui sont sociétaux et des nouveaux modèles économiques. C'est pour ça que j'en parle un petit peu. Et puis pour ça, on a une équipe. Et pourquoi je voulais aussi le présenter rapidement, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe R&D. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait des ACV. Et quelque chose qui était au démarrage plutôt en fait, discret, depuis quelques années, ça explose. Il y a beaucoup d'attentes, il y a des frottements méthodologiques. Et nous, on a clairement maintenant une équipe complètement liée à la R&D sur les méthodologies, parce qu'il y a beaucoup d'activités de recherche sur le sujet. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'on a vu les choses évoluer dans le temps. Et c'est très bien aussi. Voilà pour l'introduction. Maintenant, puis après, il y aura des questions. Ce que je vous propose, j'ai une présentation qui peut paraître un peu dense, un peu technique. Je vais essayer de la dérouler et en fin de présentation, c'est de répondre à l'ensemble des questions que vous me poserez, puisqu'il y aura des questions probablement méthodologiques, des questions d'état de l'art, des questions spécifiques au monde du bio. J'essaierai de répondre au mieux en fin de présentation pour pouvoir tenir les délais. La CV, donc vous avez entendu parler de ça, je pense, depuis un moment, depuis ce matin au moins.
Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les premières analyses de cycle de vie, c'est dans les années 60. Ça a été institutionnalisé, un peu plus cadré dans les années 90. Donc, c'est un vieux sujet. C'est ce que je veux expliquer et qu'on en fait de plus en plus. Donc, ça, c'est pas une nouvelle méthodologie. Il faut savoir que ça a une histoire. Donc, concrètement, j'espère que là, hop, je ne suis pas trop embêté. L'analyse de cycle de vie, son principe, si on parle dans le monde agroalimentaire, c'est de la fourche à la fourchette. Mais le point le plus important, c'est qu'on va essayer de rien oublier, c'est qu'on va partir de tout ce qui est production de ressources, sa transformation, sa distribution, son utilisation, sa fin de vie et son recyclage. Pourquoi ça c'est important? C'est pour éviter en fait des décalages d'impact environnementaux et de ne pas prendre qu'un bout de la lorgnette. Et ça, c'est le premier principe de base. Le deuxième principe, c'est qu'on va avoir une approche dite multicomposant. C'est qu'on va intégrer votre produit, mais on va aussi intégrer son emballage secondaire, et on va même intégrer, par exemple, l'APLV, tous les outils de communication si vous commercialisez un produit. Pourquoi c'est important? C'est qu'on s'aperçoit sur certains secteurs que le gain qui a été gagné sur un produit, il va être gommé parce qu'on a fait tellement de com et tellement de pubs pour pouvoir le promouvoir, c'est qu'il va falloir en vendre en fait des dizaines de milliers pour gommer en fait l'impact de la communication qui est faite autour. Donc ça, c'est important aussi à avoir en compte, c'est qu'on va être sur tous les composants et tout ce qu'il va y avoir derrière. Et le dernier point, parce que j'assistais à la conférence sur plastique, les faux amis, c'est qu'on ne va pas parler que d'un seul indicateur. En analyse de cycle de vie, aujourd'hui, alors on pourra revoir sur les limites méthodologiques une soixantaine d'indicateurs. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, parce qu'on y passerait la journée. Mais l'intérêt d'être sur du multi-indicateur environnemental, notamment, c'est qu'on a des transferts d'impact, des choses qui sont bonnes pour le climat, ne sont pas bonnes pour la biodiversité, ne sont pas bonnes pour la toxicité, et inversement, ou des choses qui sont bonnes pour la biodiversité ou la toxicité aquatique et tout, vont être moins bonnes pour le climat. Donc, l'idée, c'est d'avoir en fait une sortie à plat pour avoir des prises de décision en conscience. Donc, on est sur du multi-impact. Et ça, c'est très, très important à avoir en tête. Je vais en présenter que quelques-uns. Pourquoi? Parce que déjà, quand on arbitre entre 2 ou 3 impacts, entre le réchauffement climatique, la consommation d'eau et les particules fines, ce n'est pas simple de faire des arbitrages. Et même nous, quand on va publier, même si on est capable d'en sortir en fait des dizaines, on s'arrête à 5 ou 6 indicateurs, puisque de manière cognitive, les personnes peuvent arbitrer. Et ça, c'est une première difficulté dans le monde de l'analyse de cycle de vie. Donc pour essayer d'être un petit peu théorique, je me suis permis de bien rappeler que les indicateurs, ceux qui sont connus comme le réchauffement climatique, s'expriment en équivalent CO2. Donc c'est un indicateur d'impact qui fonctionne de cette façon-là. Donc ça, c'est un indicateur qu'on va sortir de manière plutôt classique. On en a d'autres sur les particules fines. C'est le cas aujourd'hui du débat entre le diesel qui émet des particules fines par rapport à l'essence. Voilà, donc on va avoir des particules fines. Donc l'indicateur qui va ressortir en général, ça s'appelle PM2,5, donc qui est aussi un indicateur. Donc c'est pour vous illustrer plusieurs indicateurs. D'autres, l'acidification de l'air, donc lui s'exprime en mol H plus équivalent. Donc ça, c'est lié en fait à ce qui va avoir l'acidification de l'air. Donc c'est une expression dans les méthodes qui permettent en fait de tout ramener en fait. Et puis un autre encore, je ne vais pas vous faire la litanie, qui s'appelle l'eutrophisation aquatique, qui s'exprime en PO4 3 mois. Ça permet d'évaluer tous les nutriments qui favorisent le développement d'algues et qui nuisent à la faune et la flore aquatique. Je terminerai sur les derniers, le dernier par exemple sur l'épuisement des ressources ou l'empreinte. Ce que je voulais de façon assez rapide, c'était de vous expliquer qu'on rentre un certain nombre d'informations dans des données qui passent par des méthodologies. Donc, si je reprends l'exemple en fait du réchauffement climatique, ça s'appelle IPCC, et qui vous transforme 1 litre de gasoil en 2,45 kg de CO2 par exemple, et on va avoir ça sur un certain nombre d'éléments.
de manière assez simplifiée, c'est de vous expliquer la manière dont sont calculés les indicateurs. Donc, cette démarche d'analyse de cycle de vie, elle a été normée. Il faut savoir que c'est pas, on ne fait pas ce qu'on veut autour de ça. Quand on parle d'analyse de cycle de vie, il y a une norme qui s'appelle la 1440, qui a plusieurs étapes, et que je vais vous détailler de façon assez synthétique, qu'on doit respecter. Et ça, c'est important, qu'on norme les choses, qu'elles soient cadrées, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et dire tout et n'importe quoi quand on va parler d'analyse de cycle de vie. Et ça, c'est important. Donc, cette démarche, elle est normée. Donc, la première chose, c'est qu'on décrit les objectifs du champ de l'étude. J'irai dans le détail et j'illustrerai tout à l'heure. Donc, où on commence, où on s'arrête. Le deuxième point, c'est on va noter comme des petites boîtes au niveau de la production agricole, combien de temps je vais mécaniser pour pouvoir récupérer des choses, mon temps pour semer, mon temps pour récolter. Et puis après, je vais aussi décrire mon transport, mon camion qui va se déplacer jusqu'à l'usine ou vers un séchoir. Et puis ce séchoir-là, il consomme combien? Et puis combien j'ai de déchets? Puis on va continuer jusqu'à la fin. Alors, il y a des choses qui sont plutôt robustes, qu'on maîtrise bien, puisqu'on y a accès de manière très pragmatique. On a des données. Et puis, une fois que ça arrive chez le consommateur, c'est beaucoup plus hypothétique, puisqu'on s'appuie plutôt sur des usages moyennés, parce qu'on ne sait pas si ils vont tout manger, s'ils vont ils vont en mettre à la poubelle ou pas. Donc, on a aussi, sur la description du cycle de vie, certaines informations qui sont un peu plus prospectives, notamment sur la distribution. On ne maîtrise pas exactement les kilomètres parcourus pour quelqu'un qui vient récupérer un produit pour aller l'acheter. Donc là, c'est plus sur des hypothèses. Et puis, l'usage qui en est fait. Si je vais prendre par exemple un steak, on ne sait pas ceux qui vont le manger cru, cuit, à point ou autre, si j'essaie d'illustrer mon propos. Une fois qu'on a bien défini l'inventaire de ce cycle de vie, on rentre ça dans des outils, dans des logiciels principalement, qui, à partir de certaines données, vont réaliser des calculs qui vont permettre en fait d'avoir les impacts que je vous ai précités. Puis à partir de là, on a une photo qui permettent, ces photos-là, en fait, d'avoir des clés de lecture, que ce soit sur le climat, sur l'eutrophisation, la toxicité, pour que si vous changez des paramètres, pour pouvoir simuler en fait ce que donnerait par exemple un nouveau produit, est-ce que c'est une fausse bonne idée ou est-ce que c'est plutôt une idée? Et puis malheureusement, des fois, ce qui est bon dans un sens n'est pas bon dans l'autre et il faut faire des arbitrages. Donc, il faut voir l'analyse de cycle de vie vraiment comme une méthode et qui permet de ne rien oublier et d'amener de la robustesse en fait sur certains choix. Quand je dis d'amener, c'est que ce n'est pas le Saint Graal, c'est qu'il y a un certain nombre de limites que j'évoquerai après. Donc concrètement, je vous ai fait 4 diapos pour que vous puissiez en fait vous projeter ce que ça peut représenter chez vous. Donc la première étape d'une analyse de cycle de vie, c'est qu'il faut bien définir le périmètre. Et un périmètre, c'est quoi? C'est ce que je viens d'évoquer, c'est l'unité fonctionnelle. Et l'unité fonctionnelle, c'est de se dire, est-ce que je calcule 1 kg de yaourt? Est-ce que je calcule des apports protéiques? Est-ce que je calcule 6 kg de yaourt? Bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important et ça amène beaucoup de débats en ce moment. Les flux de référence, je définis bien tous mes flux. Mes indicateurs que je vais retenir. Est-ce que je veux en retenir 5 pour démarrer? Est-ce que je veux en retenir plus? Et puis aussi des indicateurs de performance, à savoir des kilomètres parcourus, à savoir des pourcentages de recyclabilité, par exemple, ou d'autres, qui ne sont pas obligatoirement des indicateurs d'impact. Et puis au-delà de ça, dans le monde notamment, parce que nous on travaille énormément avec le monde du vivant, on a toujours des questions méthodologiques sur tout ce qui va être industrie de désassemblage, si je puis me permettre. L'exemple connu, c'est quand j'ai une vache ou un petit veau, qu'est-ce qui va au lait, qu'est-ce qui va à la viande. Quand je vais répartir des coproduits ou des sous-produits, il y a encore aujourd'hui un certain nombre de débats sur le sujet. À l'origine, la CV, ça a été plutôt fait par des entreprises d'assemblage comme l'automobile, c'est simple, on assemble, qui est beaucoup plus facile que l'industrie des assemblages, d'où les limites actuelles.
Pour ça, il y a des travaux, ça se normalise, il y a des arbitrages qui sont faits, qui amènent un certain nombre de débats et qui doivent être corrigés ou pas par soit les chercheurs, soit par des arbitrages qui peuvent même être politiques dans certains cas, mais il faut savoir qu'il y a une forte activité sur ces éléments, notamment sur la PEF et l'Union européenne. Donc, une fois bien défini le projet, on va s'attacher à collecter les données. Donc, on va avoir des données réelles parce que vous maîtrisez l'énergie sur vos entreprises, vous maîtrisez vos propres itinéraires techniques pour ceux qui produisent, vous maîtrisez vos poids d'emballage ou de carton. Donc, on a des éléments qu'on connaît très bien. Et puis, il y a des éléments qu'on connaît moins bien parce que ce n'est pas vous qui avez vos propres camions pour transporter vos produits. Eh ben, on va s'appuyer sur des bases de données pour savoir, c'est un camion de 3,5 tonnes qui consomme tant, ben, vous n'êtes pas dans la réalité, donc on va avoir des données dites primaires avec peu d'incertitudes, et puis des données secondaires parce que vous n'avez pas accès à toutes les informations. Ça, c'est un point qui est important. Et puis, une fois qu'on a récupéré toutes les informations dans l'analyse de cycle de vie, eh ben, on va rechercher des bases de données si ça existe. Alors, il y a des choses qui sont très connues, un litre de gasoil, par exemple, et puis il y a des choses, notamment dans le monde de l'agriculture biologique. Si personne n'a travaillé en fait sur la lentille bio du puits, par exemple, ben, on va être obligé de faire d'approcher un certain nombre d'éléments pour se dire, ben, on va évaluer qu'on va prendre la lentille bio moyenne France, si elle existe, et si malheureusement elle n'existe pas, eh ben, on va voir la lentille moyenne France qui va mélanger bio-non bio. Ce qui pousse un certain nombre de limites, et notamment dans l'innovation. Aujourd'hui, il y a certaines allégations des nouveaux plastiques, des bioplastiques, des biomatériaux, sauf que n'ayant pas fait d'analyse de cycle de vie avant une mise en marché, eh ben, nous, on est un petit peu pour pouvoir arbitrer, aider et se rapprocher de la vérité, eh ben, on est un petit peu dépendant des bases de données existantes, si on veut reconsolider. C'est pour ça qu'à la fin, quand on va faire un travail sur la norme de l'ACV, il faut qu'on valide les données, et puis il faut surtout qu'on évalue leur qualité. Aujourd'hui, il faut avoir, et c'est ce qui était dit dans le même principe d'honnêteté sur l'atelier précédent, c'est que quand on sort une analyse de cycle de vie, on va dire ça vaut, admettons, 100 en CO2, bah, plus ou moins 15 ou 20%. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire parce qu'il y a une partie des données où j'ai trop d'incertitudes. Et ça, aujourd'hui, on oublie de le dire assez souvent. Donc, ça, c'est un point qui est important. Donc, une fois qu'on l'a collecté, on intègre ça dans différents outils. Donc, il y a des outils qui sont très proches de la recherche qui permettent d'avoir des données très fines. Il y a des outils qui sont plus simplifiés, qui ont leurs limites, mais le principe est le même. Et puis, une fois qu'on a rentré ici l'énergie, l'eau, les matières premières, bah, ça vous sort un certain nombre d'impacts. Donc, ça s'appelle des méthodes de calcul d'impact. Et là, on publie des résultats. Et ces résultats, pour pouvoir le faire, ça permet de dire aujourd'hui, là, j'ai simplifié sur un produit fictif, mais plutôt orienté agroalimentaire. Quelle est la contribution en fait des différents produits? Vous voyez à droite. On est que sur le CO2. Et puis aujourd'hui, on se dit, les ingrédients, ça représente 60% des impacts, le process 32%, le transport 2% et l'emballage. Comme on est sur le colloque de l'emballage, par expérience, parce qu'on a fait beaucoup d'analyses de cycle de vie et d'éco-conception sur des produits agroalimentaires, l'emballage, on est sur des bases, si on enlève par exemple la bouteille d'eau, mais on est plutôt sur des bases en fait qui sont entre 5 et 10%. L'emballage, même si c'est la partie visible, ce n'est pas le plus impactant. Il faut avoir ça en tête. Et souvent, vous êtes sur des matières premières végétales, donc ça va changer la donne parce qu'on est en pourcentage. Donc là, vous allez avoir plus de présence, notamment de l'emballage, si vous prenez de la salade en sachet, qu'un produit type laitier, où on va prendre l'impact d'un produit type laitier, 80% de son impact va être lié au lait. Et ça, souvent, il y a un problème, pas un problème, il y a un niveau de maturité où on pense que souvent, ce n'est pas le plus impactant qui est connu inconsciemment. On a un premier travail aujourd'hui d'évangélisation et des remises en place de contexte sur certains indicateurs.
Donc, une fois qu'on a ça, ça a plusieurs intérêts, c'est de se dire comment je vais prioriser. Je ne peux pas tout faire. Est-ce qu'il faut mieux, si je prends ce cas-là, travailler en priorité sur mon process, parce que j'ai peut-être un process qui est justement fortement émissif. Là, on voit que c'est un enjeu fort. L'emballage, peut-être qu'on va le mettre seulement au prochain semestre en termes de travaux, de réflexion, parce que ce n'est pas là où je vais gagner le plus de choses. Et puis après, sur la partie transport. Et puis sur la partie ingrédients, c'est beaucoup plus compliqué, puisque en fait, c'est un peu la raison d'être quand on produit à manger, on voit systématiquement les ingrédients, même si on arrive à avoir, dans certains cas, que ce soit des pratiques agricoles, que ce soit des choix d'ingrédients ou d'autres, à avoir des leviers sur le sujet. Donc après, les arbitrages qui sont faits suite à une analyse de cycle de vie, c'est est-ce qu'il faut mieux gagner 5% sur le process ou 50% sur l'emballage? Alors le mieux, c'est de gagner sur tout, puisque ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves, mais ça permet aussi de faciliter ces éléments-là. Donc là, j'ai essayé de vous expliquer rapidement ce qu'était en fait une démarche d'ACV pour que ça soit concret pour vous. Maintenant, je vais ouvrir un petit peu, et j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur la méthode, sur, sur l'analyse de cycle de vie en prenant un petit peu de recul. Nous, on la pratique depuis 10 ans. Je vous ai dit qu'il y avait une forte activité méthodologique, et on a vu les choses évoluer. On a vu les choses évoluer sur les bases de données qui sont de plus en plus importantes. Au début, clairement, on ramait, parce qu'on n'avait pas d'infos. Pour l'histoire, quand on avait travaillé il y a 10 ans avec Sojasun, qui travaillait sur la filière soja Made in France, il n'y avait pas de données. On a mis les bottes, on a été dans les exploitations, et puis on a reconstitué pas à pas en fait l'impact d'une matière première soja Made in France, parce qu'on n'avait pas les informations, elles n'existaient pas, et que ce n'était pas acceptable d'utiliser une base de données soja brésilien, parce qu'il n'y avait que ça d'existant. Là, c'est une contribution de l'entreprise pour pouvoir faire avancer l'état de l'art. Mais avant tout, je voudrais rappeler ça. Faut voir, moi j'aime bien l'image de la balance, parce que vous voyez que mon visage, mais je fais 100 kilos, et en fait, pour maigrir, en fait, on a besoin d'une balance pour y aller de temps en temps. Parce qu'on a besoin de maigrir, parce qu'on est un petit peu trop gros en impact. C'est un petit peu ce qui nous rassemble tous autour. Cette balance-là, donc l'analyse du cycle de vie, c'est un outil. Alors pourquoi c'est important d'en parler? C'est que nous, on a vu, j'en parle ici dans la finalité, c'est qu'il y a encore 4-5 ans, l'analyse de cycle de vie, c'était un outil pour éco-concevoir, et je vous en reparlerai à la fin. C'était quelque chose qui permettait à une entreprise, dans son processus d'amélioration continue, de faire des choix d'innovation et de conception qui allaient dans le bon sens, et surtout ne pas faire en fait des mauvais choix et d'arbitrer. Et puis, la communication a pris le pas, et on utilise l'analyse de cycle de vie pour en faire de la com, pour en faire du benchmark. Et aujourd'hui, on est en train de dévoyer l'origine de l'ACV, son utilité. Et j'aime le rappeler parce que c'est perturbant. Pourquoi? Parce que cette balance, elle est de plus en plus complexe. Je veux rappeler aussi que chacun, si je veux garder l'image, moi, je fais 1m87, je ne ferai jamais 45 kilos. Sinon, voilà. Mon propos, c'est qu'on veut comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et souvent, on se dit, et on veut simplifier en disant, ah oui, mais est-ce que lui, il est mieux en carbone que moi ou pas bien? Et ça, c'est quelque chose qui est assez risqué, puisque une production qui est faite en centre-Bretagne ne sera pas la même qu'en Anjou, parce que le climat, il est différent. Voilà. Que l'utilisation ou l'application peut-être d'un emballage en Pays de Loire, parce qu'on a des usines à côté ou autres, et qu'on a des modèles de consommation logistique, le même emballage ne va pas avoir les mêmes résultats dans son cycle de vie, dans votre produit, dans le nord de la France ou autre. Qu'il y a eu ce matin des choses sur la consigne, la consigne dans des endroits à forte densité, ça peut avoir un intérêt, mais si vous vous mettez dans des lieux où on va avoir plus de transport en camion, ce n'est pas applicable. Morphologie, il faut accepter que chaque écosystème, ou en fonction de vos clients, vos partenaires et tout, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Ça, c'est important. Donc, la finalité, elle est dévoyée. Il faut accepter la variabilité et l'incertitude. Et aujourd'hui, il faut accepter en fait qu'il y a de la recherche sur le sujet. Et ça, peut-être que
la recherche, les moyens qui ont été mis en place, notamment sur un certain nombre d'indicateurs, et j'espère qu'on aura des échanges un petit peu après sur la biodiversité, sur la toxicité, sur un certain nombre d'intérêts, ben, il y a eu peu de recherche. Aujourd'hui, pour illustrer, quand nous on travaille sur le stockage du carbone dans les sols, on sort des interprétations avec un nombre de carottages dans les sols qui est complètement insuffisant. Sauf que comme on n'a pas plus d'informations, on est obligé de tirer des conclusions qui ont leurs limites. Et puis je terminerai, parce que cette remarque sur les intérêts et les limites, j'ai un focus après, sur le choix d'éduquer ou de vulgariser. Alors je sais que ce n'est pas simple, mais aujourd'hui, on essaye de simplifier les discours. Je rappellerai aujourd'hui toutes les initiatives qu'il y a actuellement sur des notes comme l'éco-score, des notes comme la note globale et tout ça, parce qu'on veut rendre les choses visibles pour le consommateur. Nous, on est sur des bases plutôt techniques. Et je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une volonté d'expliquer la différence entre le climat, la biodiversité et tout, plutôt que de tout ramener en simplifiant les choses? Et l'ACV permet en fait d'expliquer et de laisser en fait le libre choix d'un certain nombre sur certains sujets, plutôt que d'essayer de mélanger des torchons et des serviettes. Et j'espère que je me fais comprendre quand j'illustre tout ça. Je reviens, parce que ça c'est important, c'est que l'ACV permet un certain nombre de communications, mais à prendre avec des pincettes. Mais à l'origine, c'est un outil en fait pour réduire ses impacts. Je me suis permis de le faire, un certain nombre de vous qu'on suit sur certaines communications par rapport à Agribalise, l'EcoScore et tout ce qui est eu autour de l'ACV, notamment dans le monde du bio. C'est qu'aujourd'hui, on fait des mix entre l'analyse de cycle de vie, qui est un outil qui est plutôt technique, avec un certain nombre de partis pris pour faire de l'affichage environnemental, pour essayer de simplifier le discours. Et je pense qu'il faut être vigilant, parce que je ne sais pas comment on peut dire que le CO2, c'est 50% d'une note, et pourquoi pas 40, et pourquoi pas 90, et pourquoi pas 100, et l'eutrophisation et tout. Donc, il y a une volonté aussi de mélanger des approches dites techniques, je vous ai déjà évoqué, avec des approches où aujourd'hui, les méthodes sont en construction, elles ne sont pas normalisées et tout, pour ressortir des résultats avec un 60 points, 63 points, des notes ABC. Et je pense que c'est important que chacun d'entre vous soit assez vigilant et déconstruise un petit peu les méthodologies de simplification qui sont en cours, qui peuvent être portées par des plateformes numériques, pour ne pas tomber, et pour nous c'est important, dans le piège de la com et de la simplification en fait de la R&D. Donc je voulais juste me permettre de le faire pendant la présentation de l'ACV, parce qu'aujourd'hui on met l'ACV à toutes les sauces, et qu'il faut être vigilant pour avoir des méthodologies hybrides. Il faut savoir les maîtriser. Voilà. Alors, je me suis permis, parce que il y a des sujets aujourd'hui dans le monde du bio. Alors, quand on est dans l'agroalimentaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la contribution des ingrédients est très, très forte. Par rapport, en fait, au transport, par rapport à l'emballage et tout ça. Et les contributions des matières premières, c'est un vrai sujet. Donc, aujourd'hui, l'analyse de cycle de vie, quand on va modéliser en fait les impacts d'un produit agroalimentaire, notamment dans le bio, il y a un certain nombre de limites dans ce que vous pouvez voir apparaître. Donc, la première, c'est l'unité fonctionnelle. Historiquement, dans le monde de l'analyse de cycle de vie, on raisonne soit en kilos, soit en litres. Et ça marche très bien si vous faites une analyse de cycle de vie d'un biomatériau ou d'un emballage, parce que c'est la fonction que vous allez utiliser, principalement. Par contre, quand vous êtes dans l'alimentation, ce qui vous intéresse, c'est plutôt les apports nutritionnels. Vous mangez pas juste vous n'allez pas comparer une salade ou un steak, c'est les apports nutritionnels. Ou même, si je prends le cas spécifique de vous, ça peut être une approche sur la matière sèche. Une tomate qui va pousser, on va dire, en quelques jours, qui ne va pas tout prendre, elle aura beaucoup plus d'eau. Donc, si on compare des kilos, ça n'ira pas dans la vérité. Et la matière sèche, c'est une approche. Donc, il y a des sujets sur ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle alimentaire. Le deuxième, c'est la prise en compte de la diversité des systèmes bio, qui n'est pas bien prise aujourd'hui dans
ni les services écosystémiques dans la modélisation de l'ACV. Il ne faut pas rentrer dans le débat, il y a les méchants qui avancent et les gentils qui avancent, c'est juste que la recherche est en retard, qu'il y a besoin de données, il y a besoin d'expérimentation pour pouvoir en fait mieux modéliser tout ça. Et puis après, il y aura toujours une limite scientifique, c'est que si je prends le cas de la biodiversité, on est sur des approches dites plutôt de mesure, donc on mesure la biodiversité, on fait des photos, on fait des prélèvements et tout, alors que l'analyse de cycle de vie est plutôt sur une approche de calcul. Je transforme 1 litre de gasoil en X. Et ça, c'est un petit peu différent. Là, il y a des compléments méthodologiques à apporter. Donc, aujourd'hui, de toute façon, vous aurez la présentation. C'est point d'attention chez vous, c'est l'unité fonctionnelle. Je vais parler produit, je ne parle pas de l'emballage. Voilà. Si on faisait une ACV sur un emballage éco-conçu chez vous. Voilà. Donc, l'unité fonctionnelle par défaut, kilo de produit qui a ses limites. Et puis, il y a aussi des débats sur l'unité fonctionnelle, sur les hectares de surface occupés. Si on veut se rapprocher de la réalité, dans l'agriculture, les unités fonctionnelles, en fait, sont complémentaires. Parce qu'une reflète la fonction, l'autre, on va dire production, l'autre reflète la fonction territoriale. Il y en a une, si vous ramenez tout au kilo, va plutôt avoir tendance à donner, on va dire, par cette grille de lecture, une faveur à l'intensif. Et puis l'autre, si vous êtes sur la surface occupée, à l'extensif. Donc en fait, c'est… Et comme de la même manière, on va travailler des indicateurs entre la consommation d'eau, l'université et du multi-indicateur, eh ben, on peut avoir de la multi-unité fonctionnelle quand on veut essayer de s'approcher des complémentaires. Le deuxième, et ça c'est un point qui est difficile dans votre activité, c'est le manque de données dans les systèmes bio. Alors déjà, on a un manque de données dans le monde en fait agricole. Alors, pourquoi le monde agricole, c'est compliqué? Je vais essayer de l'illustrer assez simplement. Vous avez 3 usines qui vont faire de l'aluminium en Europe. Donc, quand vous avez fait les 3 usines, vous savez c'est quoi l'impact d'1 kilogramme d'aluminium. Vous avez 300 000 producteurs, 300 000 agriculteurs en France. Et en fait, il y en a plus. Chaque entreprise est une organisation vivante qui a ses spécificités. Donc là, on manque de données et tirer des grandes lignes avec des moyennes, ça pose un certain nombre de limites. Nous, on le fait, on a fait 300 agriculteurs en direct, on a des très très fortes variabilités, que ce soit bio, non bio, que ce soit dans l'élevage ou que ce soit dans des grandes cultures ou les cultures pérennes, parce que c'est le climat, parce que c'est la nature même en fait de l'agriculture qui fait ça. Et comme on n'en a pas beaucoup et qu'on a beaucoup de retard, on tire un certain nombre de conclusions qui peuvent être faussées. Donc, on a peu de données statistiques, on n'a pas de vue quantitative de l'importance des différents modes de production, et puis on a une forte diversité des pratiques. Donc, la variété des systèmes de production biologique est peu prise en compte aujourd'hui dans la CV. Néanmoins, donc il faut collecter des infos, c'est le rôle de la profession, c'est peut-être aussi vos rôles, vous, à votre niveau, par rapport en fait à vos filières en direct. Voilà. Ce qu'on dit, c'est que l'ACV, ce n'est pas une fin en soi, que les indicateurs actuels ne suffisent pas, parce qu'on ne valorise pas toutes les externalités. Néanmoins, et ce n'est pas parce qu'on en vend, le propos est de dire que ça vous évite sur votre chaîne de valeur, en fait, de conforter certaines décisions, d'accepter certaines incertitudes sur la partie amont, mais sur la partie transport, process, emballage ou d'autres, ça vous permet d'aller vers des bons choix et de ne pas, au-delà des risques de communication et tout, parce que l'intérêt derrière, c'est quand même nos gamins, pour faire simple, c'est de faire les choses en conscience et de ne pas en fait mettre sur le marché en fait des produits qui finalement en fait ne sont pas, on va dire, vérifiés. Ça amène un petit peu de science par rapport à ce qui est en cours. Donc, je pense que c'est un bon choix parce que c'est une des méthodes en prenant l'ensemble du cycle de vie qui permet en fait de ne pas faire de pas avoir des faux amis qu'on voyait tout à l'heure ou de faire des mauvais choix. Donc, l'intégrer dans un processus de conception, ça vous permet de renforcer ou d'améliorer un certain nombre d'arbitrages. Je voulais juste terminer, puis après je passerai aux questions en espérant que ça vous a permis de vous éclairer. Et je réinsiste dessus, aujourd'hui, parce que nous, on l'a vécu, on le vit en ce moment de plus en plus, l'analyse de cycle de vie reste un outil pour éco-concevoir en fait vos filières,
vos productions, vos produits, faire un certain nombre de choix en conscience, qu'ils soient sur la filière amont, que ce soit sur l'emballage, que ce soit sur votre supply chain. Ça permet de minimiser en fait les risques, voilà, et que ça reste un outil d'éco-conception. Donc très bien, on en sort en fait un certain nombre de publications sur lesquelles il faut avoir en fait un certain nombre de précautions. Mais sa finalité n'est pas de dire moi je suis bien, je suis pas bien, parce qu'en fait il y a énormément de variabilité sur les écosystèmes. Ça marche très bien quand vous avez défini vos propres astuces pour pouvoir en fait faire vos choix stratégiques, nouveaux produits et tout, pour pouvoir en développer d'autres. Comme ça, comme c'est dans votre écosystème en interne, de toute façon, les périmètres ne changent pas. Vous êtes à ISO, hypothèse et tout. Donc ça, c'est quelque chose en fait où vous limitez les risques. Et je voulais juste terminer par ça, parce qu'on me demandait de présenter ce qu'était l'analyse des cycles de vie, mais que à l'origine, c'est un outil d'amélioration continue. Voilà. Donc j'espère oui, c'est bon, je vous vois. Pardon. Merci, Olivier. Alors, Je ne voyais pas les questions. Hein. Alors, les questions, Dans les temps. Je vais reprendre le fil des questions, mais ceci dit, ceux qui ont posé des questions peuvent peut-être prendre la parole s'ils sont toujours parmi nous. J'ai Pauline Falaise qui demandait, avez-vous des exemples de logiciels que l'on peut utiliser pour l'AVC? Oula, ça va être complexe ça. Non. Non, c'est pas complexe. Donc, il y a trois grands logiciels qui ont pignon sur rue. Il y a CIMAPRO, qui est fortement utilisé par les chercheurs, logiciel d'analyse de cycle de vie, que nous, on utilise aussi, entre autres. Il y a Cantis, qui est une suite, mais qui est moins facile, puisque vous ne voyez pas comment ça calcule à l'intérieur. Voilà, si je puis me permettre. Et vous avez PI, qui est un outil d'analyse de cycle de vie. Et on voit apparaître d'autres outils d'analyse de cycle de vie plutôt open source, plutôt ouverts, comme OpenLCL. Vous avez des logiciels d'analyse de cycle de vie. Ce sont des logiciels qui sont assez techniques, qui ne sont pas accessibles. Chez nous, clairement, c'est un métier. C'est des gens qui sont spécialisés sur le sujet pour rentrer dans un niveau de détail important dans son utilisation. Après, il y a des outils simplifiés, mais qui, malheureusement, sont soit uniquement que sur un ou deux impacts, que sur le CO2, où vous ne voyez pas en fait comment c'est calculé à l'intérieur. Et ça peut poser aussi, quand on a des spécificités, où on veut aller un peu plus loin pour bien comprendre en fait si ça a un intérêt de tester telle ou telle chose, de bien comprendre comment ça fonctionne. Je ne sais pas si j'ai été clair dans la réponse, moi je l'espère. Oui, ça m'a l'air. Il y a Magali qui pose la question, lorsqu'on démarre une démarche carbone, faut-il démarrer par une vision macro, à savoir bilan carbone, ou des AVC ciblés sur les produits les plus vendus en quantité? C'est-à-dire que quand on est une entreprise qui vend plusieurs produits, effectivement, il y a peut-être des choix à faire. Alors, nous, on fait les deux. Quand on a une approche sur la partie bilan carbone, c'est une approche organisationnelle. Vous regardez votre structure en tant que telle. C'est-à-dire que, et après, vous ne pouvez pas dire, parce que mon entreprise fait 10 000 tonnes de CO2, je divise ça par 10 000 produits et tout le monde fait une tonne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que chaque produit ne va pas avoir ses impacts, les mêmes impacts dans les catégories de produits. Ce qui est intéressant, c'est si vous démarrez par un bilan carbone et que vous savez que vous allez faire déjà, ou vous anticipez de faire une analyse de cycle de vie d'un certain nombre de produits, c'est de capter l'information au niveau de granulométrie qui sera en fait utilisée pour vos ACV. Alors, je vais essayer d'être plus clair. Pour un bilan carbone, vous allez prendre sur une année l'ensemble de vos achats de RPET. Vous allez avoir 1000 tonnes, ou 500 tonnes, ou 50 tonnes. Et ça fait X kilogrammes de CO2 une fois que vous l'avez transformé. Si vous savez que vous allez faire des ACV, vous n'allez pas chercher directement les 50 tonnes, vous allez chercher les consommations dans vos recherches ou vos nomenclatures que j'utilise 20 grammes de RPET pour faire X produits multiplié par 1000. Comme ça, vous avez déjà l'information.
Donc, en général, ceux qui, nous, historiquement, il y en a qui commencent par le bilan carbone et puis une fois qu'ils l'ont maîtrisé, ils veulent aller plus loin sur la catégorie de produits. Certains veulent faire les deux choses en même temps parce qu'il y a une volonté d'aller vite sur les deux sujets, une réponse organisationnelle et une réponse parce que je suis en train de revoir une gamme et je veux que cette gamme soit éco-conçue, donc on fait les deux en même temps. Ok. Mais la somme des produits ne fait pas votre bilan carbone, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes périmètres. Et un bilan carbone divisé par le nombre d'unités de vente ne fait pas en fait votre analyse de cycle de vie. Ouais, ça montre la complexité quand même de la chose. J'ai Eliana Julien qui me demande quelle application ACV pour une épicerie vrac ambulante pour communiquer avec les consommateurs. Ça existe ou pas, ça? Non, il n'y en a pas. Il y a pas de. Il y a des outils simplifiés. En fait, c'est quel niveau de détail souhaite. L'analyse de cycle de vie, c'est une démarche. Si on veut chercher des outils, c'est quel est le besoin en fait sur les l'épicerie vrac, de dire est-ce que le consommateur il a besoin de savoir les équivalents CO2 et le PO4 3-. Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? On peut avoir une première démarche pour montrer en fait un certain nombre de choix qui ont été faits par l'épicerie vrac. Je suis sur une approche plutôt sur le nombre de kilomètres parcourus, la distance moyenne, sans rentrer dans des indicateurs très techniques. Il faut ajuster en fait le besoin consommateur par rapport en fait à la technicité et en fait à l'expertise qui va être demandée. Je ne sais pas si je suis clair dans mon expression. Peut-être que l'analyse de cycle de vie par rapport aux besoins n'est pas le meilleur outil en fait par rapport au consommateur final dans un premier temps. C'est pas les arbitrages dont il a besoin dans un premier temps. Après, s'il faut le faire, bah, ça va être plus complexe parce qu'elle va avoir les mêmes questions de coût, de structure qu'un distributeur qui aura d'autres moyens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et qui aura beaucoup plus de volume. Alors, Elina dit oui, plus par rapport à du local. Donc, j'imagine que Voilà, c'est par rapport à voilà, la voilà. distance. La distance. Mais on peut commencer sans passer par des logiciels très techniques et tout ça, en reprenant quelle est la distance pour m'approvisionner en kilomètres. On peut avoir des éléments plutôt simplifiés et lisibles pour ne pas rentrer dans une complexité qui ne servirait à rien puisque le consommateur ne sera pas capable en fait de l'intégrer sur certains sujets. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Mais dans ce cas-là, si c'est du local et tout, je pense que les clés de lecture sont plutôt la distance moyenne, les kilomètres parcourus, et on peut créer d'autres indicateurs qui sont moins techniques que l'analyse de cycle de vie normée. Et elle demande, et par rapport à des produits importés. Ah ben, s'il y a des produits importés, alors il y a deux sujets, c'est qu'il y a un impact en fait sur son transport, Mm. et là où on manque aussi de données par rapport. Il faut savoir que la France fait partie, même si ce n'est pas satisfaisant que je vous ai dit, mais ceux qui sont énormément en avance sur les produits. Alors, autant vous dire d'avoir des informations sur un produit importé, vous ne les avez même pas. Donc, on pourra se comparer notamment sur le process, l'emballage ou le transport, si on veut comparer, mais sur la production agricole, vous avez des pays où vous n'avez aucune information. Donc, je pense que c'est l'honnêteté intellectuelle de dire je compare uniquement sur la partie transport, la partie emballage et tout pour pouvoir le faire. Parce que vous êtes hyper hypothétique. Si c'est de dire je compare par rapport à mon concurrent qui importe tout, qui fait en moyenne X kilomètres et en moyenne de ci et en moyenne de ça, est-ce que l'intérêt, c'est plutôt prouver le bien fondé de votre démarche à vous que d'aller tirer sur le méchant concurrent? Je pense que c'est plus valorisant de dire moi, mes produits font en moyenne moins de 30 kilomètres. Voilà. Moi, mes produits, en fait, ils sont tous connus. Moi, en fait, c'est un ou deux déplacements avec un mode de sobriété. C'est 100%, 80% d'emballage recyclé. Si je veux au consommateur final, si je ne suis pas dans le grand process, que d'aller essayer d'expliquer que l'autre est le méchant. Donc ça, c'est mon avis à moi. Hein. D'accord. Maximilien Michel demande que pensez-vous de base impact? Alors, j'imagine qu'il s'agit d'une application, sans doute. Oui, donc l'ADEME a créé un outil qui s'appelle Base Impact qui permet en fait de modéliser un certain nombre de choses. On est plus dans l'affichage environnemental. Sauf qu'il ne va pas prendre ou va pas réussir à valoriser en fait l'ensemble des, je ne sais pas si c'est des aspérités ou des spécificités que vous avez. Parce qu'en fait, il va moyenniser les choses. Dire qu'on va prendre la moyenne de ci, la moyenne de ça peut créer des frustrations. Mais pour commencer, c'est très bien pour
référencé, la base impact, sur l'ADEME. Sauf que, comme c'est un peu plus certifié, c'est moins abouti. La limite toujours de ça, c'est quand vous allez vouloir mettre en avant l'ensemble de vos pratiques qui sont plus fines chez vous, ben vous pouvez avoir une frustration parce que vous n'aurez pas en fait le niveau de granulométrie qui va mettre en avant les spécificités que vous avez mis en place, soit dans vos filières, soit dans vos énergies et tout. Ça va plutôt lisser. Mais au moins, vous avez une forme d'autonomie, vous avez le premier résultat. Les bases impact ne marchent pas sur toutes les catégories. Dans l'agroalimentaire, il y a des choses. Il y a des choses dans les couches. Il y a 8 catégories de produits sur lesquelles ça fonctionne et pas pour toutes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une base impact spécifique dans le monde du bio. Et je me trompe peut-être. Y a-t-il d'autres questions? Des personnes qui voudraient prendre la parole? Là, j'ai plus de questions dans le module discussion. Si vous voulez prendre la parole, il faut lever la main. J'espère que ça a été clair, en tout cas pour tout le monde, sur cette question de la CVC ACV qui est assez complexe, pardon. Ah, Marion Gériot, une question. Est-ce que pour clamer qu'un produit est éco-conçu, il y a une obligation de résultat? Aujourd'hui, je raisonnerais à l'inverse. C'est qu'avant, on pouvait clamer assez librement qu'un produit était éco-conçu, mais aujourd'hui, la réglementation est en train de limiter ce type d'allégation. Donc avant, le mot éco-conçu, on pouvait le mettre à toutes les sauces, comme historiquement, un produit était plutôt équitable. Maintenant, vous avez des règles pour pouvoir le dire. Donc, le risque, plutôt, il n'y a pas de réglementation à date. Le risque, c'est de gré à gré quelqu'un, parce que vous attaquez ou un concurrent vient vous embêter en vous demandant la preuve. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, si vous êtes amené à amener la preuve, peut-être vous allez être amené à donner vos recettes, donner vos process et tout, qui peut aussi être un problème, puisque pour prouver le bien fondé de ce que vous dites, vous êtes obligé de publier ce que vous faites, qui peut vous mettre… il y a peut-être du secret professionnel et tout qui peut arriver. Donc, faut être vigilant par rapport à ça. Il n'y a pas de seuil. Et j'entends la question, il n'y a pas de seuil de dire éco-conçu, c'est au moins 20% de produits recyclés. Voilà. Il n'y a pas de seuil dans les allégations environnementales aujourd'hui à date. Voilà. Comme aujourd'hui, tous les produits, je ne vais pas dire tous les produits, on voit des produits qui tout le monde est engagé, tout le monde est responsable. Voilà. C'est quoi être engagé, c'est quoi être responsable? Aujourd'hui, il n'y a pas de problématique. C'est plus sincère de dire mon emballage, il a été éco-conçu, plutôt que de dire mon produit dans sa généralité. D'accord. Maximilien Michel demande, pour l'étude de packaging, que conseillez-vous comme interface? Le premier point, c'est de demander à vos fournisseurs s'ils en ont fait une ou pas. Déjà, ça c'est un point qui est important parce qu'on peut avoir des allégations, c'est est-ce qu'eux ont fait une analyse de cycle de vie? Est-ce qu'ils ont une fiche technique? Dans le monde du bâtiment, ça s'appelle des FDES, des fiches de déclaration d'environnement et sécurité. Ou est-ce qu'ils ont, eux, c'est du standard, entre guillemets, et est-ce qu'il y a… Voilà. Donc ça, c'est le premier point, savoir s'ils en ont une. Ce qui vous permet déjà d'avoir des grilles de lecture pour se dire est-ce qu'il y a une analyse de cycle de vie qui a été faite, et voire même est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une revue critique, est-ce qu'elle a été contrôlée par un tiers indépendant? Comme ça, vous renforcez en fait la robustesse de la publication. Donc ça, c'est un premier point. Après, la difficulté de l'emballage, c'est que vous allez avoir, si vous la reconstituez vous-même pour faire le calcul d'impact dans votre produit, si vous souhaitez vous différencier, peut-être que vous n'aurez pas toutes les bases de données pour séparer certains polymères ou les pourcentages de recyclabilité. Alors, il y a un outil qui s'appelle BI qui vous permet déjà de bien élaguer, d'avoir une première vision de tout ça sur la partie emballage. Mais le meilleur choix, c'est de demander à vos fournisseurs s'ils ont des premières fiches techniques qui vous permettent déjà de benchmarker. Ce qui est important aussi chez vous, parce que nous, on le voit quand on raisonne produit, c'est qu'il y a des choses où le film ou la barquette, elle est bien, sauf qu'on va gagner, admettons, 5 ou 10% sur les impacts. Sauf que dans la mise en œuvre,
derrière, sur les lignes, où certains, vous n'allez pas avoir de perte en ligne, ou sur les changements de process, ça va être très, très faible, 1 ou 2%, les autres, en fait, vous allez perdre 10% sur la ligne. Donc, l'intérêt que vous avez quand la bobine arrive, et si on va jusqu'au bout sur la mise en œuvre de votre produit, en fait, il peut être perdu. Je ne sais pas si j'étais clair dans mon expression, mais il faut raisonner, en fait, dans l'usage chez soi, aussi bien, en fait, que sur la partie achat. Donc, il faut avoir ces corrections. Ou si vous le faitt, c'est que vous dites, moi, au lieu de consommer 100, je consomme 105 ou 110. Comme ça, vous modélisez avec les outils type BI ou d'autres outils que vous pouvez faire vos calculs. Merci Olivier. Alors, une dernière question de Marion Jariot. Du coup, Oui. un produit éco-conçu peut être moins vertueux qu'un produit non éco-conçu. Pas d'obligation d'être mieux disant qu'une partie du marché. En général, vous ne pouvez pas dire qu'un produit il est éco-conçu s'il est pire, hein, du moins, ou sinon vous jouez avec le feu, je me permets. Euh, euh, je pense que derrière la question, c'est que nous, on le vit de temps en temps, c'est que certains pensent par rapport à des pratiques ou ce qu'ils ont vu que c'est une super idée et qu'au bout du compte, quand on le modélise, finalement, en fait, c'est pas une super idée ou c'est pas si bien que ce qu'on imaginait être. Euh, donc, ça a été évoqué, je pense que vous l'avez vu depuis ce matin. On est sur une tendance où la communication a pris le pas sur beaucoup de choses, où c'est quelque chose, tout le monde allègue sur ces sujets-là. Comme je dis, on commence à vieillir, tout le monde allègue carbone, tout le monde est green, tout le monde est ci et ça. C'est un petit peu la mode. Et des fois, il y a des allégations qui n'ont pas été contrôlées. Et nous, on se retrouve arrivé après où on annonce des mauvaises nouvelles, hein, pour être très clair. Euh, Parce que au bout du compte, en fait, c'était pire qu'avant ou d'autres. Alors, pas tout le temps, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent très bien, il y a des gens qui font bien les choses, mais les questions de greenwashing ou ces sujets-là, soit ils ne sont pas réels et sincères et contrôlés, ou soit on va dire elles sont déviées. C'est très bien pour le climat, mais c'est pas du tout bien pour la toxicité, c'est pas du tout bien sur les particules fines et tout. Donc on cache. C'est comme l'histoire entre le nucléaire qui est bon pour le CO2 et tout le reste on l'oublie. Donc là aujourd'hui, il faut et ça amène aussi un esprit critique et une montée en compétence de ces grilles de lecture des intervenants, mais les acheteurs, les gens de la qualité, les dirigeants d'entreprise, pour être un petit peu gratter des choses, poser deux, trois questions, parce que ça arrive de tous les bords en ce moment. Mais on peut arriver dans ces cas-là. Pour répondre à la question, on peut arriver dans des choses où on dit que c'est éco-conçu, et finalement, c'est pas si vrai que ça. C'est les sujets les plus compliqués pour nous. C'est quand quelqu'un arrive en disant j'ai une super idée, je l'ai déjà vendue, et puis mon client commence à me dire est-ce que c'est vraiment vrai et quand là vous présentez la balance, finalement, le slim fast, ça ne marche pas très bien. Il faut faire du sport, il faut faire ci, et là on annonce les mauvaises nouvelles et ça rend les choses plutôt très délicates après. Ça prouve une fois encore la nécessité d'étudier le projet à 360, ce qu'on appelle autrement dit l'économie circulaire. Il faut prendre tout en compte. Et Ah, ça, il faut aussi avoir les bons interlocuteurs pour répondre pertinemment aux questions aussi. C'est la grande difficulté quand même. il y a ça, et puis clairement, il ne faut pas être naïf. Voilà, c'est ça. Je peux pas en dire mieux, il ne faut Non, pas oui. être naïf, c'est juste du bon sens, poser les bonnes questions, il ne faut pas être naïf. Et puis aussi, faut s'outiller, faut s'outiller, il faut apprendre, il faut voir ce qui se passe, il faut faire de la veille, faut former les gens sur ces sujets-là. Ce qui manque aussi, c'est former les gens. Je connais pas trop. Le carbone, j'ai lu les 3 ou 4 premières pages de chez Google, mais c'est peut-être pas suffisant pour pouvoir en avoir une expertise, une analyse pertinente dans mon écosystème. Et aujourd'hui, on a peu de gens qui sont encore formés en sortie d'école. On voit des choses à droite et à gauche et on manque aussi de compétences techniques, on va dire environnementales, sociales ou d'autres, pour pouvoir en fait faire les bons arbitrages. Donc ça suppose, alors les grosses industries, elles sont toutes équipées. Enfin, j'imagine que voilà, c'est moins compliqué pour elles que pour les artisans, les TPE, les PME, PMI qui sont la majorité du tissu, en tout cas sur le secteur biologique. Ça veut dire que Ouais, ces mais entreprises-là, elles doivent se doter de formation en interne pour faire monter tout le monde en compétences. il y a ça, mais ils ne sont pas si en avance que ça. Il faut qu'on soit clair parce que c'est plus lourd de changer des gros process, même s'ils avancent fort sur le sujet.
Après, je suis aussi chef d'entreprise, hein. Si vous dites TPE, PME, j'ai d'autres problématiques sur les systèmes d'information. On est une vingtaine de personnes, hein. Je suis au CJD ou d'autres, et je travaille avec. C'est définir en fait le bon niveau d'exigence que vous vous imposez. Il ne faut pas tout de suite en fait avoir une Mercedes, une Ferrari chez vous. On peut commencer sur un certain nombre d'indicateurs. On n'est pas obligé de faire tous les produits, quelques-uns. Ce n'est pas un système où il y a une urgence à 3 mois de le mettre en œuvre. Ça arrive vite. Par contre, commencer à avoir les bonnes informations, poser les bonnes questions et avoir différents niveaux pour pouvoir le faire, d'avoir des données, parce que ça, c'est un point qui est important. On manque d'informations et de données, même dans les PME. Et puis, les gros, ils savent, si je puis me permettre, bien montrer ces valeurs-là. Et comme malheureusement, vous avez les mêmes contraintes quand vous êtes à 20 personnes en termes de reporting, de marketing de la preuve, de conception, que si vous avez une entreprise de 2 ans. Et ça, c'est pour tout, c'est pour la compta, c'est pour tout. Et malheureusement, même les petits, ils sont obligés de l'adresser et de faire avec. Et quand je dis les petits, j'espère m'expliquer. Mais, après, c'est peut-être au travers d'opérations collectives. Il y a des financements spécifiques sur les sujets pour les PME, pour les TPE. Et tout. Donc voilà. Je ne sais pas, j'espère avoir répondu. Ah, parfaitement, pas à mon niveau. Écoutez, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, Olivier, on va vous remercier pour cette conférence qui, j'espère, a apporté des éléments de bonne compréhension de ce qu'est l'ACV et de comment procéder pour s'en emparer. Et puis, alors j'ai la question d'une personne qui me demande si on peut transmettre le PowerPoint de présentation de la conférence. Vous me direz si c'est possible. Et à ce moment-là, on Oui, oui, transmettra. voilà. Oui, il y a Oui. possibilité, d'accord. Je À sais ce moment-là, pas. voilà, vous recevrez donc le PowerPoint de la conférence et la conférence sera, vous pourrez la revoir en replay à partir de la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Bon, j'espère vous avoir éclairé en si peu de temps. Écoutez, a priori, j'ai des merci partout, donc Très bien. merci infiniment, Olivier, pour cet exercice qui n'est pas évident, hein, toujours en digital. Mais merci Ok. beaucoup. Merci pour ces Merci. échanges. Merci, au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.